Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, met fin aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, et nomme Salah Eddine Taleb pour lui succéder. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Salim Labacha. Nous l'écouterons dans ce journal. Deuxième jour de la visite de travail du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en deuxième région militaire à Oran, où il a supervisé un exercice tactique des forces navales avec tir de missiles anti-surface intitulé Assar 2022. Nous ferons le point dans ce journal sur l'extension du métro d'Alger, l'état d'avancement du tronçon Al-Harrach, aéroport Ouali Boumediene, inspecté par le ministre des Transports, considère à finaliser avec succès la partie génie civil. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, conformément aux articles 91 alinéa 7 et 92 alinéa 7 également de la Constitution, le président de la République, Ahmed Tebboune, a mis fin aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie. Rostom Fadli a nommé Salah Eddine Taleb pour lui succéder en tant que nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Salim Labacha. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha. Fidèle à ses principes, l'Union générale des travailleurs algériens valorise l'initiative du président de la République qui a invité l'ensemble des Algériens, sans exception, à consolider l'unité des rangs, à converger les idées, les initiatives et les visions, afin de développer le pays de façon à servir les intérêts du peuple algérien, la prospérité de l'Algérie et sa puissance. Le président de la République nous a accordé cette rencontre à travers laquelle nous avons prouvé une fois de plus, en tant qu'Union générale des travailleurs algériens, notre disponibilité à participer à cette initiative en vue de réaliser les objectifs escomptés, en vue de servir l'intérêt et l'unité du pays. Lors de notre rencontre, nous avons abordé l'aspect économique et nous sommes rassurés quant à la vision du président de la République dans ce domaine. Et ce, malgré les difficultés économiques, la pandémie de coronavirus qui a duré plus de 2 ans et tout ce que cela a pu engendrer. Au milieu de toutes ces contraintes, l'État algérien, à travers les mesures décisives du président de la République, a justement œuvré à atténuer les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire sur les travailleurs. Malgré quelques manquements, le président de la République est prêt à revoir la situation sociale ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs. Et ce, en plus des augmentations de salaires opérées récemment. D'autres augmentations sont en vue prochainement à travers des révisions graduelles en plusieurs étapes. D'autre part, le président de la République nous a affirmé que la politique d'aide sociale est inévitable, même si elle va faire l'objet d'une révision. L'aide sociale profitera aux classes moyennes et les catégories vulnérables de la société, ce qui impactera positivement les salaires et le pouvoir d'achat de cette frange de la société. Deuxième jour de la visite de travail du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en deuxième région militaire à Oran, où il a supervisé un exercice tactique des forces navales avec tir de missiles anti-surface intitulé Assar 2022. Yamina Saïdji. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu à la base navale principale de Mars al-Kbir, où il a été accueilli par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales,
avant de suivre en présence du général-major Jamel Hadj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Hasnet Belkacem, chef du département emploi et préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, un exposé sur l'idée générale et les étapes d'exécution d'un exercice tactique des forces navales avec tir de missiles anti-surface intitulé ISAR 2022, exécuté par des unités relevant des forces navales, dont des sous-marins et des aéronefs de l'aviation navale, ainsi que des unités terrestres. Le général de corps d'armée a procédé ensuite à l'inspection des formations navales devant prendre part à cet exercice et à la visite de quelques unités flottantes, et ce, afin de s'enquérir de l'état prêt de leurs différentes composantes et des équipements et systèmes d'armement modernes en dotation. À bord du bâtiment de commandement et de projection des forces, Alat Beni Abbas, numéro de bord 474, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi au niveau du polygone de tir de la façade maritime ouest le déroulement du tir d'un missile anti-surface depuis une corvette sur une cible maritime. Avant de superviser ensuite l'exécution des actions marines programmées, notamment des tirs d'artillerie. Les unités navales engagées ont exécuté l'exercice avec un grand professionnalisme qui s'est traduit par la parfaite cohésion entre les différentes formations et l'exécution minutieuse de l'ensemble des étapes planifiées de l'exercice, où la cible de surface a été détruite avec une haute précision et les tirs d'artillerie sur la cible maritime ont été exécutés avec une grande performance. Ce nouveau succès, qui constitue le fruit de la bonne maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des forces navales algériennes depuis ces dernières années.
Dans l'actualité, visite d'inspection ce matin du chantier de réalisation de l'extension du métro d'Alger. Le ministre des Transports s'est enquis de l'état d'avancement du tronçon Al-Harrach, aéroport international Houari Boumediene, un projet d'envergure pris en charge par l'entreprise nationale Cosider. La partie génie civil a été complétée avec succès, nous dit Amel Bouaqba. L'extension du métro d'Alger Al-Harrach centre vers l'aéroport international d'Alger prend forme avec une grande avancée réalisée avec succès. Le creusement du tunnel reliant la station Houari Boumediene à celle du centre des affaires de Bab Zouar. C'est le dernier point de la première phase du creusement du tunnel. Donc il va y avoir une deuxième phase du creusement du tunnel, donc à partir de Ouatsmar pour arriver à Al-Harrach, pour faire la connexion avec la station d'Al-Harrach Centre qui est aujourd'hui en exploitation. Donc c'est une ligne très importante, elle est d'une longueur de 9,5 km et de 9 stations. Elle dessert 4 communes, donc la commune d'Al-Harrach, Ouatsmar, Dar el-Beida. Le groupe Cosider en charge de la réalisation des travaux a utilisé de nouveaux équipements modernes. J'ai eu l'occasion de participer à la construction, la réalisation du tunnel de métro avec la nouvelle méthode qui consiste au creusement avec le TB. Le tunnel boring engineering est une technique très récente et très avancée dans le domaine de construction et d'excavation des tunnels. Donc il nous reste dans ce projet, il nous reste la deuxième tranche vers Al-Harrach. Un projet d'envergure réalisé grâce à des compétences nationales et un savoir-faire avéré. Aujourd'hui, nous avons un groupe en Algérie qui maîtrise ce travail de réalisation de tunnels, de stations et donc de l'ensemble des compositions d'un métro urbain. Aujourd'hui, on dispose d'un potentiel humain très compétent à la hauteur des standards mondiaux. La preuve, aujourd'hui, vous avez assisté avec nous à cette réalisation d'envergure qui n'a rien à envier aux autres réalisations réalisées à travers le monde. Aujourd'hui, l'équipement qui était un outil cher, actuellement, il est en Algérie. Il est manipulé par des compétences algériennes. La mise en service de la ligne reliant l'aéroport d'Alger à Al-Harrachville, dont le taux d'avancement avoisine les 80%, est prévu d'ici le premier trimestre 2026 et permettra d'assurer le transport de plus de 400 000 voyageurs par jour. Le point à présent sur la réalisation de la route nationale Tamanrasset-Tazroukt, un projet reliant plusieurs localités. En plus d'améliorer la circulation, la route facilite l'accès aux exploitations agricoles de la région. Camélia Melel. D'une longueur de près de 120 km, la route nationale reliant Tamanrasset à Tazroukt, en passant par le village Tahifet, connaît une avancée considérable. Un projet stratégique qui vise à instaurer un climat économique plus favorable et à désenclaver plusieurs localités. Ce projet, qui soulagera les usagers de la route, aura une dimension économique. C'est une région agricole où de nombreuses exploitations sont installées. Les agriculteurs se déplaceront donc facilement depuis Tamanrasset vers Tazroukt. C'est à un rythme soutenu que les travaux de réalisation de la route de Ouadazro à Tazroukt, sur une distance de 70 km, se déroulent. Une cadence qui devrait permettre à ce projet d'être livré dans les temps. Nous travaillons jusqu'à 12 heures pour livrer le projet dans les délais impartis. Une fois les travaux de ce dernier tronçon bouclés, les habitants de Tazroukt et Tahifet seront soulagés. Eux qui traversaient près de 360 km de route en passant par Idles, Ain Mguel, pour enfin arriver à Tamanrasset. Un projet qui permettra sans nul doute de surmonter les contraintes vécues depuis de nombreuses années par les habitants de la région.
Coopération algéro-libyenne, le ministre de l'énergie Edelmine Mohamed Arqab a reçu aujourd'hui à Alger une délégation de la société General Electricity Company of Libya, conduite par le président de son conseil d'administration, El Abdelli. La rencontre s'est tenue en présence du PDG du groupe Sonelgaz. Les parties ont passé en revue les relations entre Sonelgaz et GECOL dans le domaine électrique, ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux groupes. Il s'agit notamment de l'accompagnement de la société libyenne pour la réalisation de son programme de développement, la production d'électricité, la maintenance des réseaux électriques ainsi que la formation. Et à propos d'électricité, on commence à récolter le fruit des facilitations accordées aux agriculteurs dans le domaine. Un meilleur rendement enregistré dans les exploitations agricoles raccordées au réseau électrique. Exemple à Bouchbariri, où pas moins de 500 domaines sont concernés. Merim Damis. À Bouchbariri, 500 exploitations agricoles viennent d'être raccordées au réseau d'électricité sur une distance de plus de 150 km. De quoi permettre aux agriculteurs de doubler leur récolte. Nous sommes soulagés, nous n'avons plus de problème d'électricité ou d'électrocution. Il m'arrivait de changer les lampes 5 à 6 fois par jour. Nous vivions dans le noir, on ne pouvait rien faire. Dieu merci, nous sommes raccordés au réseau électrique. Pour cela, je tiens à remercier les pouvoirs publics. Le projet, qui est toujours en cours de réalisation, devrait répondre aux besoins des agriculteurs et améliorera leurs conditions de travail. Nous allons entamer les travaux sans paiement préalable, et cela pour encourager l'investissement et booster le développement local dans la région. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces agriculteurs qui pourront ainsi réduire leurs charges, augmenter la surface des terres irriguées et du coup améliorer leur rendement. Et c'est toute une dynamique de développement que connaît la wilaya d'El Oued. Plusieurs projets pour améliorer la qualité de vie des citoyens sont en cours de réalisation. Finalisés pour certains des zones enclavées dans la commune de Rguiba, notamment, sont concernés. Majda Jahmoun. L'Oued vit ces dernières semaines au rythme de plusieurs projets de développement visant à améliorer la qualité de vie des habitants, notamment à travers l'extension du réseau électrique au village enclavé de l'Foulia, l'entrée en activité de cette antenne administrative communale ou encore l'ouverture de la piscine semi-olympique. Après les difficultés vécues, l'électricité est enfin disponible. À présent, tout va bien. L'électricité est disponible grâce aux efforts des éléments de la Sonelgaz. Ces zones d'ombre disposent désormais de l'éclairage public, pour peu qu'il soit généralisé à l'ensemble des quartiers. Une piscine aussi grande encouragera les jeunes à faire du sport. Il n'y avait pas de piscine. Maintenant, nous faisons de la natation dans cette nouvelle piscine. Des projets qui témoignent de la prise en charge des besoins des citoyens par les pouvoirs publics. La région d'El Foulia a bénéficié de générateurs d'électricité et de l'extension du réseau électrique. Nous n'aurons plus à nous déplacer jusqu'à la commune de Rguiba, car nous avons également bénéficié d'une antenne communale au niveau de la cité du 18 février. Cette piscine semi-olympique à Rguiba est une plus-value pour le secteur du sport à El Oued. Livrer les projets de développement dans les délais impartis contribuera au désenclavement de ces zones d'ombre. Direction Béchar, où la gendarmerie nationale est mobilisée dans la protection du patrimoine matériel. Il s'agit de sites et d'objets héritage culturel de la région exposés au pillage et au vandalisme. Rina Lerari. Véritable musée à ciel ouvert, le sud de l'Algérie regorge de biens culturels qui restent toutefois sous la menace des vols, des actes de vandalisme et de destruction. Comme c'est le cas ici dans la vallée de Saoura. Il faut un pôle. Certains anthropologues disent qu'il faut mettre en place un pôle entouré d'infrastructures de base. Il faut le préserver. Les autorités locales devraient promulguer des lois strictes.
لكل من يخالف القوانين. C'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Notre devoir est de le préserver. Si nous le perdons, nous perdrons notre identité. Les services de la gendarmerie nationale à Béchar œuvrent à sensibiliser les habitants sur l'importance de ce patrimoine et combattent tout ce qui pourrait porter atteinte à l'identité de la nation. La mission des éléments de la gendarmerie nationale est de lutter contre tout ce qui touche à l'identité de la nation. Elle travaille en coordination avec des artistes et des inspecteurs ainsi que des agents de conservation afin de préserver ce patrimoine culturel du pillage et de la destruction. Sauvegarder les biens culturels et patrimoniaux contre toute forme d'agression, c'est aussi la préservation de la mémoire nationale et de l'héritage algérien. Et cette contribution du journaliste britannique Martin Jay, qui estime que la crise de l'Ukraine a faussé les calculs du Maroc concernant la question du Sahara occidental. Les États-Unis ne peuvent rien faire pour aider le Maroc dans sa quête à rallier le maximum de soutien à sa thèse de colonisation. Les détails par Malika Blel. Le conflit en Ukraine a fait ressurgir, selon le journaliste britannique Martin Jay, la question de la non-colonisation qui somnolait aux Nations Unies. Dans sa contribution au think tank The Strategic Culture Foundation, le journaliste évoque ce qu'il considère comme le pire revers que le Maroc puisse imaginer sur le sujet du Sahara occidental, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent rien faire pour aider le Maroc dans sa quête à rallier le maximum de soutien à sa thèse de colonisation. L'auteur de l'article considère en outre que ni le président américain Joe Biden ni son secrétaire d'État Anthony Blinken ne peuvent faire quoi que ce soit pour apporter leur soutien au Maroc, qui espère le retour de l'ancien président américain Donald Trump aux affaires en 2024. La pire chose possible qui peut se produire pour Rabat, qui espérait exploiter la décision de Trump de soutenir la proposition marocaine concernant l'octroi d'une pseudo-autonomie au Sahara occidental contre la normalisation avec l'entité sioniste, s'est produite, affirme le journaliste, considérant qu'un éventuel retour de Trump constitue le plus grand souhait du Marzen. Selon Martin Jay, le président américain Joe Biden s'est toujours opposé à la décision de Trump concernant le Sahara occidental, mais se trouve limité pour remédier à cette situation. En effet, les opinions politiques de Biden sont en contradiction avec l'idée qu'un pays colonise un autre et s'aligne de ce fait sur les résolutions des Nations Unies qui prévoient une solution démocratique prévoyant un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Le prisonnier sahraoui du groupe Day-Music, le journaliste Mohamed Lamine Haddi, est soumis aux formes de torture les plus cruelles dans les jeux de l'occupant marocain qui poursuit sa politique de répression inhumaine à son encontre en violation flagrante des droits de l'homme, a annoncé sa famille. Mohamed Lamine, qui se trouve à la prison de Diflet 2, a été victime d'une agression de la part de l'administration pénitentiaire et de son directeur en aspergeant sa cellule d'insecticides toxiques alors qu'il se trouvait à l'intérieur. Sans transition, on passe au sport et votre rendez-vous méditerranéen par Saïd Flak. Saïd, bonsoir. Bonsoir Sabrina, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous méditerranéen. Jingle et revient. Salutations sportives, on commence ce rendez-vous méditerranéen avec du cyclisme et la troisième étape du Tour d'Algérie qui s'est déroulée entre Chlef et Mostaganem sur un parcours de 129,2 km, compte rendu de Sid Ahmed Bouraï. Une course tactique. Les coureurs du Mouloudia d'Alger de l'équipe nationale Espoir prennent les commandes dès le début. Au niveau de Bourgadir, on assiste à une tentative de contre. Attaque menée par le vétéran expérimenté Asdin Lagad.
Le peloton de tête arrive à creuser l'écart de 2 minutes sur leurs poursuivants. Au fil des kilomètres, l'air marin rafraîchit l'atmosphère. L'écart entre le trio de tête et les poursuivants se rétrécit. Lors des derniers kilomètres, on assiste à une chaude bataille et c'est finalement Abdullah Ben Youssef de la sélection centre qui remporte l'étape en 3h38 minutes 38 secondes, suivi de Mohamed Amin Nahari de l'équipe nationale Espoir et Youssef Reguigui du club Al Seekers. قدرنا نكونوا سيرنا بالتكتيك سباق وقدرنا كيف نجريو الكورس حتى نفلت مع المقدمه وين خدمنا عصفورين بحجر واحد خدمنا على القميص الاصفر وقدرنا نتحكموا في السباق وفي لافان قدرنا نهربوا انا ومجموعه من الدراجين جزائريين واحد اماراتي في الاخير قدرنا نتخلصوا على الاماراتي والحمد لله تحصل على المرتبه الثانيه ان شاء الله نعرفوا كيف نجريو الصحه تاعنا ايطاب بار ايطاب حتى نلحقوا الايطاب التاليه ان شاء الله. الحمد لله انا نسترجعوا في اللياقه البدنيه تاعنا تدريجيا وفي نفس الوقت نحضروا الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي حتكون ان شاء الله في يوم هذا الصيف ان شاء الله. حمزه عماري du Mouloudia d'Alger s'empare du maillot jaune. شفنا بلي اليوم كانت مرحله صعبه للغايه وكانت مرحله تكتيكيه بصفه كبيره. احنا مع الفريق تاعنا مع الطاقم الفني وقائد الفريق سيرنا معظم السباق سيرنا تكتيكيا بصفه جيده بصفه منظمه. L'étape de mardi se déroulera entre Mostaganem et Oran sur une distance de 106 km. Et pas loin de la ville de Mostaganem, la ville de Sig, dans la wilaya de Mascara, s'est dotée au cours des derniers mois d'un nouveau stade de football d'une capacité de 20 000 places. Un stade qui est désormais totalement prêt pour accueillir les matchs prévus lors des JM. On va voir ce sujet. Le nouveau stade de Sig, véritable petit bijou, se tient désormais prêt pour accueillir les rencontres de football des Jeux méditerranéens. Lui qui vient d'être doté récemment d'un tableau électronique dernière génération. Le stade est à présent prêt à 99%. Le tableau électronique a été placé cette semaine et on va procéder à sa mise en marche et faire tous les tests nécessaires. Pour ce qui est de la lumière, les projecteurs seront installés incessamment. La pelouse est également prête à 100%. La personne chargée de son entretien effectue actuellement quelques retouches au niveau du milieu de terrain afin qu'elle soit au top. Ici à Sig, nous sommes très fiers et heureux de pouvoir abriter quelques compétitions de ces Jeux méditerranéens. On espère que ces Jeux se dérouleront dans d'excellentes conditions. Les autorités locales veillent justement à tout mettre en œuvre pour garantir la réussite de cet événement sportif. Ce stade à l'anglaise fait partie d'un pôle sportif qui comprend un stade d'athlétisme, d'une piscine olympique et d'autres espaces dédiés aux activités sportives. Zoom à présent sur une fédération. Salah Derbel s'est intéressé à la fédération algérienne de sport de boule. Reportage. Été créé en 1963 par des anciens joueurs de boules. Alors c'est une discipline qui date depuis les années 40. Ils ont commencé à jouer les années 40. C'était uniquement la pétanque. Par la suite, la fin des années 50, ils ont commencé à jouer la boule lyonnaise uniquement par les Français. Avec le temps, en 63, après la création de la fédération de pétanque, ils ont intégré la lyonnaise, le jeu de la lyonnaise. Alors c'est devenu la fédération algérienne des sports boules. Alors les deux disciplines, le pétanque et gelon. Gelon, c'est-à-dire la lyonnaise. En 1963, l'Algérie a été classée en première place dans le championnat du monde de Genève. Par la suite, le deuxième titre, c'était la deuxième place dans le championnat du monde des Pays-Bas en 1984. Par la suite, on a surtout dans le gelon, la lyonnaise, la boule lyonnaise. On a enregistré, notre fédération a enregistré pas mal de bons résultats.
On a multiplié plusieurs titres, alors que le dernier titre, c'était l'année passée, en 2021, à Lazio en Italie. On a obtenu la deuxième place dans les championnats du monde. En 2013, les Jeux méditerranéens les boules les Jeux méditerranéens. C'était notre première participation et on a eu la 3e place. On a eu la médaille de bronze. Il y avait l'ancien bureau fédéral. On avait une aide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique. احنا كما يقولوا رانا في الاستمراريه رانا جينا احنا nouveau bureau. On vient juste de nous installer, ça fait à peu près 21 jours. ورانا كما نقولوا dans la continuité. ما بغيناش نغيروا. On a gardé les mêmes entraîneurs, les mêmes athlètes et les mêmes préparations. On fait peut-être 9 stages. 9 stages, c'est-à-dire un peu partout, Tikjda, à Entaya, les derniers qu'on a fait à Tipaza. Et des stages qui ont, c'est-à-dire profiter les joueurs pour élever leur niveau. Mais son niveau, ça s'améliore, c'est-à-dire de stage après l'autre. On aimerait bien, c'est-à-dire pour les joueurs, pour les faire sortir à l'étranger. On a 2 disciplines. On a le jeu long et on a la pétanque, filles et garçons. Concernant le jeu long, on a deux épreuves, le tir de précision et le tir de progressif. Et concernant la pétanque, on a doublette et le tir de précision, filles et garçons. Pour ce qui est du nombre des athlètes ? Le nombre d'athlètes, on a le tout, c'est 8 qui vont participer. Cette année, on espère avoir des médailles. Pour avoir le podium. Et on a les chances, c'est-à-dire, Inch'Allah, comme je dis, les joueurs, c'est eux qui vont jouer, et ils savent ce qu'ils attendent. Et pour la réussite des Jeux méditerranéens, la wilaya d'Oran renforce ses complexes sportifs en réalisant de nouveaux terrains pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa et ainsi mettre en place toutes les commodités nécessaires. Myriam Demis. Des terrains flambant neufs pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa durant les Jeux méditerranéens au complexe sportif La Lofa d'Oran. Ou la lyonnaise ou la rafa. Les 3 terrains, les 3 disciplines, chacune a des dimensions, c'est-à-dire les conditions de jeu. Par exemple, les jeux longs, la pétanque c'est des jeux longs, c'est des tout couloirs de 30 sur 4 mètres, sur 4 couloirs. Ou le terrain de la lyonnaise, c'est un terrain de 4 sur 15. 4 couloirs. Mais la rafa, elle est spéciale un petit peu. On a réalisé un béton lisse, mais après c'est la résine de la radidji au-dessus. Où les boules sont légers par rapport aux autres boules. Les autres boules, c'est en fer, mais les boules de terrain de la rafa, c'est des boules en plastique, c'est-à-dire elles sont légères, en résine si on veut dire. Le projet, pratiquement, il est prêt. Il reste juste le tapis en bitume, ou là les espaces verts, c'est-à-dire dans 10 jours, les derniers retouches, ils connaissent Kamlin. Nous sommes très contents. Grâce aux Jeux méditerranéens, l'Algérie vient d'acquérir de nouveaux terrains de pétanque et de rafa qui répondent aux normes internationales. Le complexe a également bénéficié d'autres infrastructures sportives, à l'instar de cette salle Omnisport. Nous sommes à la salle Omnisport de Sénéa. Cette salle sera dédiée aux entraînements pendant les Jeux méditerranéens. Ce complexe dispose de maisons de jeunes d'une capacité de 50 lits et d'une piscine semi-olympique. Nous avons pu exploiter d'autres surfaces pour réaliser un terrain de basket et un autre de football en gazon synthétique. Des tribunes d'une capacité de 100 places assises ont été réalisées pour accueillir les amoureux de la pétanque et de la rafa pendant les Jeux méditerranéens.
Il est à rappeler que les Jeux méditerranéens débuteront le 25 juin et s'étaleront jusqu'au 5 juillet à Oran. Et on arrive au terme de ce rendez-vous méditerranéen. Merci pour votre attention. Merci Saïd Flak pour toutes ces précisions. Demain, vous retrouverez Sarah Derbel pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.